Hello, everyone, and welcome. We're going to get started. Thank you for joining. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints. Merci encore. Voilà, nous sommes ici à un webinaire du réseau mondial ou international plutôt du journalisme d'investigation et nous allons parler du journalisme d'investigation et les menaces numériques dans les élections de 2024. Je m'appelle Greg Silverman, je suis reporter national chez ProPublica où je couvre le vote, les plateformes, la désinformation et la manipulation en ligne et je suis moi-même l'un des formateurs pour les sessions de formation sur justement les menaces numériques. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces formations, je vous renvoie au site web du réseau. Alors, le thème de ce webinaire, en fait, vient à point nommé parce que des milliers de journalistes cette année feront ou couvriront ou couvrent justement les menaces numériques, la désinformation, les logiciels espions, le trolling, la violence numérique, puisqu'il y a des élections qui se tiennent dans le monde entier. Nous sommes là pour partager des idées, des stratégies, des techniques d'investigation. Alors, c'est absolument essentiel en cette année puisqu'il y a plus de 60 pays qui se rendront aux urnes. Et c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, des journalistes et des experts de premier plan partageront des conseils et des outils sur la manière de mieux exposer les individus et les organisations qui se cachent derrière ces campagnes de désinformation. Je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui, mais encore une fois, n'oubliez pas que le GIGN a créé un programme de formation sur les menaces numériques qui est gratuit pour les journalistes. Vous pouvez d'ailleurs poser votre candidature. Il s'agit de la troisième formation que nous allons organiser et vous avez jusqu'au 24 mars pour poser vos candidatures. Nous allons d'ailleurs mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez poser vos candidatures si cela vous intéresse. Et je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Je vais vous les présenter par ordre de présentation, puisque chacun de nos orateurs aura une dizaine de minutes pour vous donner quelques exemples des études de cas, des outils. Nous aurons une discussion et puis bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Première intervenante, Priyanjana Bengani, qui est chercheuse en journaliste informatique au Tao Center for Digital Journalism de l'Université de Columbia. Son travail se concentre sur l'utilisation de techniques informatiques pour étudier justement le paysage des médias numériques, notamment les journaux partisans et puis le point d'intersection entre les entreprises de plateforme et les médias. Nous avons Malek Kadraoui, qui est journaliste, formateur et directeur de la publication Inkifada, qui est un magazine tunisien consacré au journalisme d'investigation et au journalisme dit long format. Il est également directeur exécutif d'Alcat, une organisation sans but lucratif qui soutient le journalisme indépendant et qui fournit des solutions pour créer un contenu journalistique plus percutant, disons. Il est également consultant, conseiller pour plusieurs organisations nationales et internationales travaillant dans le domaine de la formation et du soutien aux médias. Troisième intervenante, c'est Maria Teresa Ronderos, qui est directrice et cofondatrice du Centre latino-américain pour le journalisme d'investigation. Elle a coordonné des enquêtes transfrontalières dans la région sur des questions telles que la migration, la corruption, la désinformation et les organisations religieuses. Elle a participé ou elle a été journaliste et rédactrice en chef de plusieurs médias colombiens. Elle a publié ses articles au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Chili et en Espagne. Voilà, avant de commencer, bien sûr, c'est le réseau international de journalisme d'investigation qui nous accueille aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le GIGN, c'est le plus grand réseau mondial d'organisations de journalisme d'investigation à but non lucratif avec 250 organisations membres dans 91 pays. Le GIGN plutôt, travaille avec des journalistes partout dans le monde, dans des organisations sans but lucratif, des organisations commerciales, mais aussi des indépendants. Il dispose aussi d'un large éventail de ressources, de fiches de conseils pour aider les journalistes du monde entier. Et vous pouvez consulter tout cela sur le site web gijn.org. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez également demander ou poser votre candidature pour notre programme de formation. Regardez notre site web. Alors, nous avons de l'interprétation aujourd'hui en direct. Nous allons parler tous en anglais, mais vous avez de l'interprétation en français, russe et espagnol, et inversement d'ailleurs. Si vous souhaitez utiliser les services d'interprétation, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'interprétation qui se trouve en bas de votre écran. Il s'agit de sélectionner la langue de votre choix et vous commencerez à entendre l'interprète. Nous espérons que ce soit le cas déjà.
Nous souhaitons également connaître votre avis. N'oubliez pas, vous avez en fait une case questions-réponses que vous verrez dans le menu Zoom. Utilisez cela plutôt que le chat. Donc, la case Q et R, vous pouvez poser vos questions. Nous les lirons à voix haute. Andrea Arzaba les lira puisqu'elle sera notre modératrice. Elle posera vos questions aux orateurs. Vous n'avez pas à allumer vos caméras, vous n'aurez pas à lire vos questions. Laissez simplement vos questions dans la case questions-réponses. Et enfin, je vous rappelle que nous sommes en train d'enregistrer cette session qui va être publiée par la suite sur YouTube. Voilà, ça c'est toutes les informations que j'avais à vous impartir. Je vais commencer. Priyanjana, si l'on pouvait commencer par votre présentation. Merci Craig, bonjour, je suis ravie d'être là. Je vais partager mon écran et j'espère que la technologie sera de mon côté aujourd'hui parce qu'elle ne l'est pas toujours. On ne sait jamais. Elle nous fait parfois défaut, la technologie. Eh bien, Right, here we go. Wow, that's eh bien, impressive. commençons. Ça a marché. So, what Très I'd bien. like to do today Alors, je is vais on me promotions centrer plus for the stage. particulier I recently gave sur, the event of the en Markup fait, c'est une Foundation présentation que j'ai moi-même Expo. It faite il y a focuses on quelques both the semaines. websites Je vais un and petit peu me centrer what sur kind of ceux qui sont development derrière les the sites organization web is doing, and then kind of the case à haut studies in niveau, terms of et puis how to voir un tout scale petit up. peu comment utiliser tous les outils qui existent. If you've been Alors, using il existe alternative beaucoup images now, d'outils is it a great que l'on time to utilise kind depuis of exercise and find alternatives to them? depuis plusieurs années. Plusieurs ont changé, plusieurs ont disparu. Par exemple, Google Cache n'existe plus. Google search Je ne sais pas si vous applications avez like remarqué, Google Search, and with your en current fait, sont moins devices, what tools you fiables. can use Et vous to avez toute une enhance série de your versions searches bêta capabilities? I également, just want to talk par about that today. exemple des So recherches sur des sites, Facebook started etc. Ce n'est pas aussi 2027 fiable. August CrowdTangle 14 de to Facebook, eh bien, le 14 août, ça va tiré quelques semaines avant les élections aux États-Unis. Puis il y a certains outils de DNS Lytics, on en reviendra plus avant, eh bien, sont devenus anciens, elles font partie du patrimoine hérité, et puis nous avons plus de plateformes qui migrent vers des which is canaux completely fermés comme Telegram, still an WhatsApp. C'est particulièrement vrai pour le Brésil et l'Inde. Et il est facile, évidemment, de cacher les identités. Il est très, très facile, par exemple, de créer des sociétés avec une identité cachée. J'ai essayé récemment, ce qui rend notre travail d'autant plus compliqué. Et donc, il est très, très important de bien se souvenir. En fait, là, je me suis trompée dans ma présentation. J'ai mis outils et techniques. C'est technique d'abord et puis haute. Donc, les outils qui promettent trop, attention, ils sont coûteux. Et puis, il faut voir aussi que ces outils contribuent à l'érosion de la vie privée. Et donc, nous avons effectivement essayé de enquêter sur ces outils, justement pour voir comment ils fonctionnent. Et avant de commencer vraiment très rapidement, chaque enquête, eh bien, a un modèle ou porte sur un modèle de menace différent. Donc, il faut effectivement faire preuve de paranoïa à différents niveaux selon le niveau d'enquête. Parfois, vous ne voulez pas, eh bien, exposer votre adresse IP. Alors, vous pouvez utiliser le VPN ou Tor, mais attention avec VPN, puisque les VPN suivent également votre activité. Vous pouvez utiliser Tor, mais vous savez, Tor est très, très lent et peut, eh bien, par exemple, eh bien, vous donner d'autres résultats, surtout si vous passez en mode incognito. Et parfois, vous voulez peut-être eh bien, protéger votre confidentialité en ligne. En cas de doute, assurez-vous également de bien véritablement eh bien, vous adresser à un conseil. Alors, documentation, archivage et suivi, je ne vais pas tout passer en revue, mais en tout cas, les enquêtes sur les sites web, en fait, tout dépend un tout petit peu du moment, de l'instant. Donc, vraiment, assurez-vous à avoir véritablement des captures d'écran avec un horodatage. Vous savez, vous allez peut-être faire une pause midi et puis quand vous reviendrez, eh bien, le site web n'existe plus. Donc, attention, c'est très, très important de tout télécharger, d'enregistrer sur vidéo. Euh, alors, pour ce qui a trait au site web, les questions à se poser sont qui, pourquoi, quand et comment. Lorsque vous regardez un site web, essayez de répondre à ces questions. Qui figure sur le site web? Quelles sont les politiques sur la vie privée, les options de paiement?
Alors, c'est vrai que parfois, il y aura des influenceurs, il y a parfois des sites de publicité qui veulent faire de l'argent, tout simplement. Il y a toute une série de configurations de réseaux, donc il faut voir la portée de ce réseau. Vous devez également vous poser la question de savoir pourquoi ce site existe, quand il a été créé. Et puis, ce que l'on voit plus récemment, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de sites web sont vieux, qui n'ont pas été renouvelés. Et très souvent, ces sites-là, du coup, sont pris en otage par d'autres acteurs avec de mauvaises intentions pour essayer effectivement d'influencer le contenu sur la base de confiance que ces sites web ont créée. Et donc, voilà, je vais vous donner une étude de cas. Alors, je travaille depuis quelques années là-dessus et chaque année, quelque chose se passe. Et la seule raison pour laquelle je peux suivre eh bien, cette pratique, c'est qu'il y a beaucoup d'archivage. Et puis, bon, j'ai eu beaucoup de chance aussi, hein. Et vous pouvez compter sur votre chance parce que vous ne savez pas quand vous allez trouver quelque chose. Et parfois, on ne sait même pas ce qu'on cherche. Alors, une idée des outils que j'ai utilisés pour mon enquête, des différents types de domaines que nous avons consultés, par exemple, nous avons essayé d'analyser des domaines. Nous avons essayé, par exemple, d'avoir retrouvé, par exemple, des identifiants ou des traceurs d'identité. Nous avons suivi l'argent en utilisant différents types de registres publics, Open Secrets, etc. Nous avons essayé de voir avec qui, eh bien, ces sites web travaillent au côté entreprise. Nous avons regardé, par exemple, les bibliothèques publicitaires de Facebook, de Google Search. Alors, le Lansing State Journal a lancé une histoire disant que plusieurs nouveaux sites web étaient apparus au Michigan, mais qui apparemment étaient des sites très, très partisans. Et donc, moi, je me suis posé la question, alors, comment savoir si ces sites web sont légitimes ou pas? Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à utiliser un outil, DNSTB, très simple. Ce que DNSTB fait, c'est qu'en fait, il fait correspondre l'adresse IP au site web. Pensez à la relation, à cette relation, à celle qui existe avec vos contacts sur votre répertoire téléphone. Alors, vous allez sur google.com, il y a une adresse IP, vous allez n'importe quel site web, eh bien, il y a une adresse IP. Lorsque moi j'ai regardé le domaine identifié par le journal, le Lancet State Journal, alors là, le domaine, en fait, m'a permis d'aboutir à des milliers de résultats. Voilà, donc des milliers de résultats utilisant la même adresse IP. Et puis j'ai utilisé un autre outil, RiskIQ, pour essayer de trouver exactement quels étaient en fait les sites web qui utilisaient la même adresse IP. Alors vous avez Google Index qui peuvent être utilisés à cela. À cette fin plutôt. Donc, ce que vous devez faire à la fin, c'est qu'essayer de trouver des domaines, tous les identifiants qui sont corrélés et passer en revue chacun de ces identifiés. Tous ces identifiants, pardon, pour essayer de voir exactement à quoi ressemble ce que vous recherchez. Plus récemment, en fait, c'est comme ça en fait que nous avons abouti à notre premier article, c'est-à-dire que plus récemment, j'ai constaté que l'une des entités repérées, eh bien, avait un nouveau directeur, hein, et qui n'existait pas avant. Tim Dunn, qui est un multimillionnaire du Texas. Et je me suis demandé, mais quand a-t-il apparu, en fait? Comment confirmer qu'il s'agisse du même Tim Dunn? En fait, ça peut être quelqu'un d'autre qui avait exactement le même nom. Ça ne veut pas dire que ce nom est associé à la même personne. Là, vous devez passer par des méthodes plus traditionnelles pour essayer de voir qui est la personne qui se cache derrière. Et à la fin, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Tim Dunn est apparu? En fait, dans toutes mes enquêtes précédentes, moi, j'ai fait des captures d'écran concernant justement eh bien, cette société. Et c'est là que je me suis dit, que je me suis rendu compte en comparant qu'en fait, Tim Dunn apparaissait au cours des 3 derniers mois, disons, aux 6 derniers mois tout au plus. Et là, c'est un bon exemple, hein. Lorsque vous regardez sur les sites web, moi, j'ai vu en fait
Community Newsmake. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Community Newsmake? Est-ce que c'est important? Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations qui étaient derrière. Je n'ai même pas trouvé d'adresse IP. J'ai essayé une recherche sur Twitter et j'ai retrouvé un groupe aligné sur ce qu'on appelle le Tea Party ultra-conservateur qui utilise en fait un sous-domaine Interview Desk. Et dans ce sous-domaine, je me suis dit, est-ce que j'allais trouver quelque chose sur les collaborateurs? Encore une fois, je suis passée sur DNASDB, sur un moteur de recherche, et là, j'ai encore une fois retrouvé les noms d'une dizaine de collaborateurs. C'est le seul moyen que j'ai eu pour trouver ces collaborateurs. Et sur ce réseau, eh bien, vous savez, on fait souvent des articles là-dessus, tout d'abord en 2019 et puis en 2020, parce que, eh bien, de nouveaux partenariats sont conclus, des nouvelles collaborations. Donc, la seule manière de déceler, de détecter ces collaborations, c'est de vraiment suivre ces groupes. Alors, Craig a créé un bulletin d'information Digital Investigation. Je le remercie d'ailleurs. Et puis, il y a aussi des listes de vérification que John Keegan et moi-même nous avons créées, donc qui vous permettent un peu de structurer vos enquêtes parce que parfois, il est très, très facile de se perdre dans les enquêtes un tout petit peu et de ne pas s'en sortir. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci, Pri. Alors, justement, je voulais souligner un point. Tu parlais des sites web, mais cette approche de suivi, d'archivage, est-ce que ça s'applique peut-être à toutes les plateformes sur lesquelles on peut faire des recherches? Oui, absolument. Et je crois que les plateformes de réseaux sociaux pour ces plateformes-là, c'est toujours très intéressant de faire des captures d'écran, de télécharger des vidéos parce que vous ne savez jamais quand les choses vont disparaître du net. Et puis, beaucoup de de réseaux sociaux, pardon, eh bien, rendent l'archivage très, très difficile. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de diligence. Sans cela, eh bien, il est parfois très, très difficile de savoir exactement ce qu'on a trouvé quand on le trouve, hein. Et vous avez mentionné en fait certains des outils comme Crytek, donc, qui étaient en fait vraiment exceptionnels. C'est vrai que là, on pouvait consulter les groupes sur Facebook, les comptes Instagram. Mais que faites-vous, Priya? Euh, si CrowdTangle disparaît maintenant, que peut-on utiliser peut-être pour véritablement suivre les groupes que vous suivez? Alors, moi, j'ai de la chance dans le sens que je suis dans le monde universitaire, entre guillemets, donc j'ai accès à la bibliothèque de méta-contenu, de contenu méta. Mais c'est vrai que cette bibliothèque est incomplète par rapport à CrowdTangle, puisqu'elle vous donne accès à bien moins de résultats. Mais par ailleurs, par exemple, on ne peut pas faire des recherches comme dans CrowdTangle dans des zones plus sensibles du point de vue géographique. Je crois que, en fait, je crois qu'il faudra attendre un tout petit peu, mais je crois qu'on est qu'au début. Et pour l'instant, je crois qu'on dépendait tous de CrowdTangle et maintenant on se dit, bon, peut-être on trouvera quelque chose d'autre. Je crois qu'on fera preuve de beaucoup de créativité à l'avenir et c'est vrai, il y aura beaucoup de chercheurs universitaires, de journalistes qui auront la possibilité de se réunir, d'unir leurs forces justement pour trouver des réponses à leurs questions sans devoir perdre trop de temps. Oui, et je suppose que si on n'en a plus un outil à disposition, eh bien, il suffit tout simplement de mettre tout ce qu'on recherche sur un tableur et de cliquer sur les liens, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Notre prochain intervenant est Malek. Malek, je vous en prie, vous avez la parole. I think you're muted. Malek, je pense que ton micro est éteint. Merci, Craig. Merci, Craig. Alors, je vais vous parler de la Tunisie. Vous savez tous qu'en 2011, il y a eu un soulèvement en Tunisie qui a mené au renversement d'un dictateur qui menait le pays depuis plusieurs décennies. Et l'un des
principaux vecteurs de ce soulèvement, eh bien, c'était les réseaux sociaux, et tout particulièrement Facebook. Les militants ont utilisé cet outil pour rassembler des individus dans la rue, et la dictature était euh, complètement incapable d'empêcher ces rassemblements. La dictature était incapable de contrôler cette plateforme. Désormais, 14 ans après ce soulèvement, Facebook est toujours un acteur essentiel de la scène politique tunisienne. En même temps, c'est également une des menaces les plus importantes qui pèsent sur la démocratie dans le pays. Car il y a beaucoup d'entreprises, de groupes qui utilisent cette plateforme qui est si importante en Tunisie, qui est la plus importante d'ailleurs. Donc ces entreprises, ces groupes utilisent cette plateforme pour diffuser des mauvaises informations et parfois même pour diffamer des catégories de personnes. Récemment, je pense aux migrants subsahariens en Tunisie qui ont fait l'objet de campagnes de dénigration sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Facebook. La première fois que nous nous sommes penchés sur la façon dont ces comportements peuvent avoir une incidence sur le débat politique et la façon dont ils peuvent mettre en danger le processus démocratique au sein du pays, eh bien, c'était en 2019. Pendant une élection présidentielle très disputée, il y avait beaucoup de nouveaux venus sur la scène politique et certains sont arrivés au deuxième tour du scrutin et quelques semaines à peine avant le scrutin, Facebook a supprimé 265 comptes. Et on dit dans un communiqué laconique que la plupart de ces pages étaient liées à des entreprises individuelles et que la plupart étaient liées à la Tunisie. Donc comment savons-nous cela? Eh bien, ce sont nos amis, nos partenaires d'IMFR Lab qui nous ont donné cette information et c'est un groupe de réflexion qui est lié au Atlantic Council, le Conseil de l'Atlantique. Donc, ces pages ont été supprimées. Néanmoins, nous avons pu télécharger le contenu de ces pages avant que cela soit supprimé. Donc, en collaboration avec DFR, ce groupe dont je parlais, eh bien, nous avons pu avoir accès à ces documents. Et nous avons commencé à mener notre enquête. Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur l'incidence de ces pages et la portée de ces pages. Eh bien, on parlait de 11 pages qui avaient directement trait aux élections tunisiennes. On parle d'ici de plus d'un demi-million d'abonnés et avec quasiment 8 millions de vues. Alors, nous avons utilisé des informations qui étaient disponibles dans la section à propos de la page et nous avons découvert que la plupart de ces pages eh bien, diffusaient des contenus sponsorisés, des publicités. Parfois, il s'agissait de satire politique, parfois il s'agissait de meeting d'un candidat. Il y avait différents sujets qui étaient évoqués, mais tous ces contenus étaient diffusés par le biais de ces pages. Malheureusement, Facebook en Tunisie ne nous donne pas la possibilité de savoir les quantités d'argent dépensées pour ces campagnes. Quoi qu'il en soit, nous pouvons toutefois savoir quels étaient les contenus qui étaient sponsorisés par ces pages et quelles étaient les publicités qui étaient diffusées. Alors, en analysant ces contenus, eh bien, nous avons tenté d'identifier les personnes ciblées et quels étaient les sujets principaux liés à ces pages. Alors, nous constatons qu'il s'agissait principalement des sujets politiques qui étaient évoqués, liberté d'expression,
pauvreté, et ces pages critiquaient les efforts du gouvernement actuel et parfois les responsables politiques étaient directement attaqués. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y avait qu'un seul responsable politique qui n'était pas évoqué dans ces pages. Et il n'y avait aucun contenu qui ciblait cet individu. Et lorsqu'on a trouvé des contenus qui le ciblaient, eh bien, il s'agissait de contenus positifs. On voyait que les pages diffusaient des informations positives à propos de Nabil Karoui, qui détenait une chaîne télévision d'envergure, mais qui est également à la tête d'une organisation caritative. Et ces pages Facebook ciblaient tous ses opposants. Donc on constatait que ces pages attaquaient tous les opposants de Nabil Karoui et que ces pages mettaient en exergue ses actions en tant que responsable politique et mettaient en lumière également ses chaînes de télévision et ses fondations. Alors, nous avons également découvert que toutes ces pages étaient connectées à une entreprise, le groupe Archimède. C'est une entreprise implantée en Israël qui est gérée par des anciens membres du Mossad, le service du renseignement israélien. Et ce groupe Archimède eh bien, gère des pages qui sèment de la désinformation sur une échelle industrielle. Et il se concentre sur des scrutins de par le monde également et particulièrement en Afrique. Alors, ils disent toujours qu'il faut toujours prendre des captures d'écran de tous les constats, car il se peut que les sites web soient fermés. Donc, il y avait cette précaution affichée sur leur site web. Donc, en 2019, ça a été un véritable déclenchement pour nous. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait suivre de près ces comportements et les documenter. Et vraiment prendre en compte tous ces contenus qui sont partagés par ces pages. Cela a déjà été dit, les plateformes de réseaux sociaux et Facebook en particulier ne partagent pas beaucoup d'informations. Ils sont en train de fermer toutes leurs API ou les rendre trop chères pour des petits organes. Donc, ils nous rendent la tâche très difficile. Et il est difficile pour nous d'identifier ces fausses pages qui sont créées et qui visent à mettre en lumière de façon favorable l'un ou l'autre candidat. Donc, qu'avons-nous commencé à faire? Alors, en utilisant un tableur Excel très simple, nous avons commencé à afficher le nom des pages, des groupes, et avec des mots dièses, et nous avons tenté de reconstruire le web en évoquant les pages d'envergure qui sont diffusées et également les informations qui sont publiées à propos des opposants du président. Donc, nous avons découvert un nouveau schéma. L'année dernière, le président de la Tunisie a qualifié les migrants subsahariens d'envahisseurs et leur a attribué de mauvais desseins et estime qu'ils allaient attaquer la Tunisie. Nous avons découvert que tout un ensemble de nouvelles pages avaient été créées pour diffuser, propager ces idées promues par l'actuel président. Cela a généré un grand débat autour du sujet. Ces pages sont
eh bien, sont souvent interconnectés. Il y a souvent que quelques administrateurs qui gèrent un grand nombre de groupes. Alors, pour vous donner ne serait-ce qu'un seul exemple de la façon dont ces réseaux opèrent, eh bien, dans un premier temps, ils créent et diffusent des attaques, des fausses informations relatives à une catégorie d'opposants politiques ou une catégorie de corps intermédiaires comme le système judiciaire notamment, comme ça a été le cas en janvier 2022. Et une semaine après cela, le président s'empare de toutes ces idées, peut-être que tous les juges sont corrompus ou qu'ils doivent être arrêtés et que leur corruption doit cesser. Et donc cela a donné lieu à eh bien, ça a donné lieu euh, au fait qu'il y a eu des accusations à l'encontre de ces juges qui n'acceptaient pas les injonctions du président et que tout cela avait déjà été évoqué par la campagne euh, de désinformation. Donc c'était un véritable schéma que nous avons identifié. Donc la campagne a débuté sur ces pages, sur ces groupes. Et quelques semaines après cela, le président a agi après la diffusion de ces informations. Donc à chaque fois qu'il y a une diffusion de fausses informations, le président s'en empare après dans les semaines qui suivent. Et donc la plupart de ses opposants sont maintenant emprisonnés. Et donc c'est un schéma qui se répète encore et encore. Donc il est important de voir comment la société va réagir à 4 années de dictature. Et pour analyser cela, nous utilisons des outils très simples, car il est difficile pour nous d'accéder aux données provenant des API. Donc, on fait des captures d'écran, on documente toutes les interactions en ligne, tous les hashtags, et on tente d'identifier des schémas qui pourraient avoir une influence sur les prochaines élections. Voici tout pour la Tunisie. Merci Malek. Alors j'ai une question. Alors, tu as pu identifier ce réseau qui œuvrait pour le président. Alors, comment est-ce que tu as pu découvrir que ces pages eh bien, faisaient partie de cette opération? Que faisais-tu dans un premier temps pour identifier ces pages? Moi, c'est une méthode vraiment assez simple. Il s'agit d'être sur les réseaux sociaux et de suivre tous les nouveaux mots dièses qui peuvent être utilisés comme mot dièse, nous sommes tous avec le président ou mot dièse, le président est notre leader, et de suivre ces mots dièse, ces hashtags, pour voir quelles sont les pages qui sont liées à cela, car il y a souvent des schémas, il y a des éléments de langage, parfois des photos, des gifs qui sont utilisés à répétition. Et donc, à chaque fois que on suit les différents liens, eh bien, on arrive sur toute une autre série de pages et donc la liste s'agrandit lorsqu'on relie tous les points. Oui, merci Malek. Alors, Priyanjana a parlé de la façon dont on peut établir des liens entre différents sites web et Malek, lui, parle de contenu, de mots dièses, de sujets. Donc, il faut avoir de telles options pour suivre cela, pour tout identifier. Et en fin de compte, on a un grand tableur Excel
tel, comme Malek vous a montré. C'est ce que nous pouvons faire en œuvrant au fil du temps. Il est intéressant de constater également le chevauchement entre la campagne numérique de désinformation et les débats qui sont mis sur la table par le camp présidentiel. Donc, Maria Teresa, cela m'amène à ta présentation. Maria, vas-y, tu as la parole. And I think you have to unmute. Avec le micro, s'il vous plaît, Maria Teresa. Avec le micro, je pense que Maria Teresa n'a pas allumé son micro. Et voilà, vous m'entendez, je pense. Très bien. Bien. Alors, ce que moi j'aimerais partager avec vous, c'est un grand projet que nous avons mené l'année dernière qui s'appelle les mercenaires numériques. Et j'ai laissé en bas, en fait, les mercenaires en cause. Alors, on couvrait toute l'Amérique latine ainsi que certains, euh, euh, ce qu'on appelle les laboratoires numériques, Laboratorios Ciudadanos, par exemple, du Honduras, et d'autres laboratoires qui, en fait, font des enquêtes sur ces comportements faux. Alors, je vais vous expliquer comment nous avons mené l'enquête parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont enquêté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais peut-être vous montrer, eh bien, c'est ce que nous avons fait en fait sur les sites numériques et ce que nous avons fait, disons plutôt côté numérique et puis côté reportage. Côté numérique, nous avons analysé en fait les données publiques concernant les rapports, concernant les comportements faux, inauthentiques, par exemple sur Facebook, les fausses nouvelles vraiment diffusées par ce biais. Nous avons recueilli toutes ces données, nous avons commencé à les analyser, nous avons commencé à retrouver des noms d'entreprises, certains comportements, certaines tendances, certains patrons dans certains pays et nous en avons assuré le suivi parce que nous avons travaillé avec beaucoup de vérificateurs de faits dont le travail au quotidien eh bien, consiste à détecter les activités suspicieuses puisque ça fait partie de leur travail quotidien. Ce sont des gens qui vérifient les faits et qui vérifient les faits se cachant derrière justement les fausses informations. Eh bien, ces vérificateurs nous ont apporté leur connaissance dans le cadre de nos enquêtes et ces vérificateurs avaient déjà détecté pas mal d'activités suspectes. Et nous nous sommes penchés sur la question de savoir qui se cachait derrière les campagnes politiques très agressives contre, par exemple, les fonctionnaires publics, les agents publics, les représentants du peuple. C'est-à-dire que nous avons essayé de mettre en lumière qui étaient les acteurs derrière ces campagnes. Nous avions le sentiment que c'était quelques entreprises, en fait, et pas un grand nombre de personnes, hein. Nous avons utilisé, bien sûr, les outils d'écoute sociale, CrowdTangle, Medwater, Brand24, Brand24. Nous avons également eh bien, fait des recherches sur l'empreinte numérique, adresse IP, code Google Analytics, enregistrement de domaine, etc. Et sur cette base, nous avons eh bien, justement, établi ces gros tableurs avec toutes les données, nous avons identifié les personnes et les entreprises dans les différents pays. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, nous avons eu en fait une réunion en présence de tous ces enquêteurs. Ça a été vraiment très enthousiasmant que de rencontrer tout le monde pour partager justement nos conclusions. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on retrouvait les mêmes entreprises dans les différents pays. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui travaillaient sur ces mêmes domaines à différents endroits. Et puis, nous avons consulté des consultants politiques, des gourous politiques aussi, parce que eh bien, ces gourous, ces consultants parlent beaucoup et disent comment eh bien, ils travaillent. Et en public, ils ont effectivement reconnu qu'ils s'engageaient dans des comportements extrêmement irréguliers ou qu'ils contournaient la loi. Et ces gourous qui donnent des cours en ligne, eh bien, nous ont permis de télécharger justement leurs discours. Nous les avons analysés. Nous avons également essayé d'établir le lien entre leur nom et les entreprises. Mais c'est vrai que nous avons rencontré une difficulté
C'est-à-dire que nous avons vu ces entreprises de consultance qui avouaient ce qu'elles faisaient et puis nous avions toutes les informations sur ces comportements, d'autre part, tous ces comportements qui n'étaient pas authentiques, mais il a été difficile de corréler vraiment ces informations. C'est la raison pour laquelle nous avons établi une liste des entreprises d'une part et de ce que ces entreprises disaient de l'autre. Nous avons interviewé en fait les personnes qui travaillent pour les élections également. C'était l'élément absolument clé. Nous avons vraiment trouvé ce qu'on appelle les gorges profondes, les deep throats, c'est-à-dire les lanceurs, des sortes de lanceurs d'alerte, un peu comme Deep Throat dans le cas du Watergate, qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait certains médias qui eh bien, se concentrent sur le recrutement de personnes engagées aux effets ou pour pouvoir justement colporter de fausses informations, notamment au Honduras. Et puis, nous avons également fait des enquêtes sur les personnes à leur registre des entreprises, leur trajectoire. Nous avons véritablement trouvé beaucoup d'informations, donc des informations de base. Et l'un des outils que nous avons utilisés, c'est Clips Nina, qui est un nouvel, enfin, l'outil Nina de Clip, en fait, c'est un nouvel outil que nous avons mis au point. euh, au sein de Clip. Et Nina vous donnera des résultats, notamment sur eh bien, les marchés publics partout en Amérique latine, parce que là, nous avons téléversé sur cet outil pas mal d'informations concernant justement eh bien, les entreprises qui se sont arrogées les marchés publics. Alors, quelques enseignements clés que nous avons tirés qui pourraient vous aider dans vos enquêtes respectifs. Alors, il faut enquêter en parallèle dans le monde numérique et dans le monde réel. C'est très, très utile. Il est important d'interviewer aussi les employés mécontents de l'entreprise, les centres d'appel, les centres de trolling, entre guillemets. Ces employés-là sont mécontents, ils veulent partir et ils parlent. Il faut en fait en savoir plus sur les enquêtes financières et identifier s'il faut mener des enquêtes financières, hein, voir qui sont les bénéficiaires effectifs. Là, on peut trouver tout cela dans bien, leurs dossiers, dans les déclarations qu'ils déposent auprès de leurs autorités fiscales, que sais-je encore. Les marchés publics sont une excellente source d'informations pour savoir qui finance la désinformation. Nous avons retrouvé quand même beaucoup de contrats de marché public, contrats qui ont été octroyés à ces entreprises qui appartiennent à cet écosystème de la désinformation. Suivre la vie des gens, le mensonge est une constante dans leur vie. Nous avons retrouvé deux personnes, Gobalek et Seri Medan, alors qu'ils travaillent pour des entreprises actives dans plusieurs pays. Et lorsqu'on a regardé la vie de Gobalek et Serimedo, on a essayé de retrouver leurs antécédents judiciaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, pendant toute leur vie, ils ont eu des problèmes avec la justice. Faites attention aux campagnes de publicité sur Facebook. Parfois, elles offrent des téléphones, des adresses, des domaines ou d'autres informations précieuses. Et puis, on peut voir en fait combien ces entreprises payent justement pour ces publicités sur Facebook, sur Google, et puis voyez les chiffres aussi publiés dans le cadre de leur campagne de publicité. Parfois, les chiffres ne collent pas. Donc, faites attention à cela. Les conseillers politiques parlent beaucoup, parfois un tout petit peu trop, et parfois, rien qu'en parlant avec eux, un de nos reporters l'a fait lors d'un congrès, eh bien, ces conseillers sont très ouverts sur ce qu'ils font. Et puis, trouver des moyens de vraiment établir le lien entre les rapports traditionnels et les rapports numériques. Alors, quelques constats. Nous avons trouvé en fait 7 entreprises qui diffusent des informations politiques massives en faveur de leurs clients, parfois des candidats, parfois les gouvernements. Nous avons retrouvé les mêmes comptes qui promeuvent, c'est comme ça qu'on a trouvé d'ailleurs les sociétés de Gobalek. Eh bien, les mêmes comptes, disais-je, promeuvent des candidats, par exemple un candidat au Panama, dans l'opposition, et puis les candidats du gouvernement au Venezuela. C'est là, en fait, que nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait, en fait, de comptes, de faux comptes ou de comptes d'une même entreprise. Nous avons retrouvé des centaines de fausses pages créées pour promouvoir, eh bien, un parti au Mexique à travers une autre entreprise qui s'appelle Neurona, qui travaille également au Mexique. Nous avons également analysé, par exemple, les discours et nous avons retrouvé des discours identiques. Ça, c'est vraiment du travail de journalisme traditionnel. Un discours identique pour les candidats de droite ou d'extrême droite. C'est vraiment, c'était à la lettre près.
Par exemple, vous avez eh bien, une fondation créée par le parti espagnol d'extrême droite Vox, où vous trouvez en fait ces discours, hein. Ah, on efface le passé, on déclare qu'effectivement il y a fraude électorale, hein. Les Américains se retrouveront dans ce discours. On propage la peur, on exagère la violence. Alors, des désinformateurs influents dans plusieurs pays. Cerimedo est présent au Chili, en Argentine et au Brésil. Eustachio est plus actif au Brésil et maintenant, d'ailleurs, il est attaqué en justice pour désinformation et maintenant, il a déménagé au Paraguay pour appuyer un autre candidat, Eduardo Bolsonaro, au Brésil, en fait, a lui-même euh, fait partie de sa liste. Et d'ailleurs, Staoké a vendu ou en tout cas a établi des entreprises, quelques 120 partout en Amérique latine pour diffuser des désinformations. Des consultants privés qui sont rémunérés par des fonds publics pour promouvoir la désinformation au nom de l'image personnelle, eh bien, des représentants du parti en Colombie, par exemple, on a retrouvé un type qui avait été recruté par eh bien, des fonctionnaires avec des deniers publics. euh, et sa tâche, eh bien, c'était d'enfler un petit peu leur compte pour les faire passer pour des personnes très, très bien. On m'entend beaucoup. Et puis, les fonds de parti, ça a été vraiment un grand scandale au Costa Rica. Notre équipe au Costa Rica a vraiment publié cette affaire. Donc, il y a cette entreprise. Donc, là, on parle des marchés publics au Costa Rica. Euh, En fait, on peut, à travers des contrats publics, justement, engager des consultants pour les campagnes électorales. Alors, on nous a dit qu'en fait, une personne avait été engagée pour, eh bien, effectivement, cette opération main gauche. Et quand on a demandé ce que c'était que cette opération main gauche, eh bien, on nous a dit, bah, c'est vraiment une désinformation. C'était connaissance publique. Alors, nous avons trouvé une application de service public utilisée pour recueillir des données sur les électeurs au Venezuela. Nous avons des profils qui ont été éliminés par Twitter ou Facebook, qui ont été éliminés, donc, mais qui sont réapparus avec les mêmes noms parfois, parfois aussi avec des noms différents, mais qui sont réapparus par exemple au Nicaragua. Alors, la Cour suprême de Nicaragua, donc, qui s'est engagée dans des activités douteuses justement de dissémination de fausses informations. C'est la même chose aussi en Bolivie, des informations russes pour améliorer l'image des compagnies minières ou favoriser un candidat qui, de l'avis de ces entreprises russes, allait probablement les favoriser justement pour l'exploitation du lithium. Donc voilà un tout petit peu, hein, le type de choses qu'on a retrouvées et voilà qui vous donne en fait une idée de là où il faut chercher quelque part. Incroyable, incroyable, merci. Voilà, je vous encourage toutes et tous à vérifier ou aller voir ce projet car il y a tellement de nouvelles, de travail qui a été abattu. Vous voyez en fait hein, que les approches sont très très différentes hein, quand on essaie de voir un tout petit peu comment on s'y prend dans ce cadre-là. Maria-Thérèse, je vais vous poser quelques questions, mais Apri et Malek, je vais également revenir vers vous. Alors, justement, que recherchez-vous lorsque vous essayez de détecter des nouvelles tendances, la manipulation? Cette année est une année d'élection dans 60 pays, donc est-ce que vous voulez peut-être euh, je voudrais recueillir peut-être votre sentiment. Alors, Maria Teresa, donc ce partenariat, cette collaboration a été très fructueuse. Eh bien, si vous voulez peut-être réfléchir à la manière d'établir un partenariat, d'établir une collaboration, je me posais la question. Alors, une organisation qui fait ce que vous faites, quel serait le conseil que vous pourrez peut-être donner à ceux et celles qui veulent peut-être établir des partenariats pour mener des enquêtes aussi vastes que celle-ci, Maria Teresa? Eh bien, le conseil est le suivant. Il faut se réunir, il faut avoir une volonté, alors, pensez que ce travail, en fait, est un travail transnational. Je regardais ce que faisait Malek. Il a justement, il parlait d'Archimédès, par exemple. Alors, justement, nos collègues en Amérique centrale ont beaucoup travaillé là-dessus. Donc, ça vaut la peine parce
On peut toujours retrouver les gros acteurs, ça vaut toujours la peine. Et puis, ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de vraiment mutualiser les connaissances. Alors, il faut vraiment avoir un esprit d'ouverture et de collaboration. Les gens doivent se faire confiance les uns les autres et se dire que, vous savez quoi? On va travailler ensemble, on va mettre sur la table tout ce qu'on sait. Et ce que nous faisons, en fait, c'est que nous établissons un cadre très, très clair, les règles du jeu, pour ainsi dire, pour et qu'effectivement, nous nous mettions d'accord sur ce que nous allons faire. Par exemple, on va publier tous le même jour ou alors à des dates différentes. Si par exemple, l'un de nous a besoin de publier compte tenu des circonstances politiques, bon, bah voilà, il faut pouvoir suivre ces règles. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à des experts, des vérificateurs des faits notamment, parce que ce sont des gens qui font ça au quotidien, les reporters politiques qui vont vraiment vous aider à couvrir les événements politiques, qui ont accès aux campagnes, aux élections. Comparez bien les données numériques aux données du monde réel et surtout, par exemple, si vous avez par exemple des personnes qui ont un pouvoir d'enquête sur le plan numérique ou qui ont une expertise dans ce domaine, eh bien voilà qui serait extrêmement utile. Merci, merci. Alors, prix, je vais maintenant te mettre sur la sellette, hein. Quand on parle menaces émergentes, quelles seraient peut-être les menaces sur lesquelles tu mettrais l'accent cette année, en cette année d'élection? Deux choses me viennent à l'esprit, dit Priyanjana, pardon. Euh, Ça n'a rien de nouveau, mais ça arrive encore une fois. Les nouveaux sites web qui adoptent l'esthétique de sites web existants. Alors, c'est important de les détecter. Il faut voir quand ils apparaissent, ces sites web, pourquoi, à quoi ressemblent les réseaux qui se cachent derrière. Autre point, ça c'est une menace, nouvelle menace, tout nouveau site qui apparaît, qui promeut en fait un certain groupe et en général on se rend compte que ce n'est pas un ou deux sites isolés, il y en a toute une flopée. Merci beaucoup, Malek. Vous, quand on parle de menaces émergentes, des choses auxquelles vous faites attention cette année ou tu fais attention cette année, peut-être avec le micro, Malek? Merci. Oui, désolé. Je crois que l'une des tendances cette année, enfin moi ce que je vois les choses en Tunisie. Alors c'est vrai que Facebook a fermé beaucoup de pages et puis c'est vrai que il y a aussi toute une flopée de sites web qui ont été fermés en Tunisie. Mais je dirais ici que maintenant la tendance est plus individuelle. Ce sont vraiment les gens de la base qui sont partisans, bien sûr, d'un parti ou de l'autre, qui se lancent dans des comportements douteux, mais vraiment, disons, à petite échelle. Donc, c'est très spécifique à la Tunisie, hein. Ce sont des petits groupes qui se constituent. Alors, les audios générés par l'intelligence artificielle, les vidéos générées par l'IA, eh bien, tout cela, ce sera un grand défi pour les journalistes qui couvrent les élections, surtout pour les faux audios. Alors maintenant, vous retrouvez par exemple les badges bleus sur Facebook et sur Twitter et vous pouvez créer des comptes authentiques entre guillemets qui sont tout à fait faux. Eh bien, en Tunisie, on a retrouvé des exemples de liens audio qui ont été diffusés et propagés par un compte certifié mais qui était faux. Moi, je crois que là, ce sera probablement l'un des grands défis auxquels on sera confronté. Oui, cela a du sens et j'y reviendrai à la fin du webinaire, mais justement, là, nous avons un webinaire du GIJN justement sur les contenus synthétiques. Maria Teresa, toi, qu'en penses-tu pour les élections de cette année? Alors oui, c'est plus ou moins la même équipe. Je ne sais pas si ça va être une grande équipe, car il n'y aura que les pays où il y aura des élections, donc la République dominicaine, le Panama, le Brésil et le Mexique. Mais ce que nous voulons faire, eh bien, c'est de surmonter un défi considérable. Et TikTok a une empreinte énorme en Amérique latine et beaucoup de désinformation passe par TikTok et ce n'est vraiment pas facile d'enquêter sur cette plateforme. Donc ça, c'est un des défis principaux, mais nous allons nous pencher là-dessus. Et je pense en particulier à nos collègues
Brésiliens qui se penchent sur des fausses vidéos avec l'intelligence artificielle. On se penche également sur quelques pays pour lesquels il y a des campagnes considérables qui sont menées, mais qui ne concernent pas des élections, mais où l'on voit des campagnes importantes qui prennent place, notamment en Argentine, où il y a une campagne qui vient soutenir le nouveau président, mais il y en a une autre également au Pérou, contre un seul journal et un seul journaliste. Donc, évidemment, nous voulons tenter d'analyser ces schémas avec nos collègues. C'est ce que nous faisons, oui. Je pense que cela nous permet de dire que l'on parle d'élections, évidemment, mais ces campagnes, en réalité, prennent place toute l'année. Parfois, les campagnes s'intensifient autour des élections, mais les entreprises qui mènent de telles campagnes cherchent des activités toute l'année. Et les politiciens veulent préserver l'engagement de leurs électeurs et de leurs sympathisants et des citoyens. Donc, nous allons dans un instant reprendre les questions des auditeurs. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de la mettre dans la boîte questions-réponses. Alors, j'ai une autre question pour nos orateurs. On a beaucoup parlé de plateformes, Facebook, TikTok et de sites web publics, mais les messages privés sont également une composante importante de par le monde. Nous aimerions que vous nous disiez ce qui a trait à ces plateformes fermées comme WhatsApp, notamment. Priyanjana, je sais que toi, tu t'es penché là-dessus. Que peux-tu me dire à ce propos? Alors, j'ai travaillé sur WhatsApp pendant les élections indiennes en 2019. J'ai rejoint plus de 1000 groupes WhatsApp politiques afin de suivre l'activité de ces groupes et de voir ce qui s'y passait. Mais c'est d'un point de vue technologique très complexe à faire. Cela prend beaucoup de temps. Et ce que j'entends aussi, c'est que ces groupes ont un peu moins de poids. Et donc, il faut vraiment trouver des groupes locaux. C'est des groupes de plus en plus petits. Il y a des personnes aux États-Unis qui demandent même à avoir davantage de données pour analyser tout cela en temps réel. Donc, il n'est pas facile de faire le tri dans les groupes parce que parfois il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment très pertinentes dans les discussions et il est difficile de bien tout séparer. Donc parfois, vous prenez des heures à trouver simplement 2 éléments qui sont intéressants. Maria Teresa, Malek, vous souhaitez prendre la parole sur la plateforme de messagerie privée? Je pense que c'est toujours très difficile, oui. Je sais que c'est plus souvent un groupe par un. Je sais que les Brésiliens ont des bibliothèques de groupes qu'ils peuvent consulter, mais c'est très fluide, ça change beaucoup. Cela prend beaucoup de temps et c'est très lent. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de rejoindre différents groupes. On peut voir que certains des groupes sur Facebook peuvent également donner le nom d'un groupe WhatsApp ou d'un groupe WhatsApp. Et donc, c'est peut-être un bon lien à suivre. Donc, oui, on peut suivre tous les groupes, rejoindre toutes les suggestions pour les nouveaux groupes, etc., etc. Mais il faut le faire sur un téléphone distinct parce que cela peut être un véritable cauchemar. Alors, nous avons identifié quelque chose de très intéressant. Lorsque nous
suivions des migrants, car les groupes migrants sont utilisés pour inciter des migrants à faire l'une ou l'autre chose. Et donc, ils sont un peu plus faciles à rejoindre. Donc, vous pouvez rejoindre ces groupes assez facilement pour avoir plus d'informations à ce propos. Alors, je veux rebondir sur ce que Malek a dit. Il faut utiliser un téléphone distinct. Alors, j'ai dit que je venais du centre Tao, mais j'ai été parfois expulsé par des administrateurs parce que j'avais trop de différents comptes. Alors oui, il faut réfléchir à cela, et Pri a d'ailleurs parlé de cela, elle a parlé des VPN, mais si vous utilisez Telegram ou d'autres, eh bien, le numéro de téléphone est visible pour les personnes qui administrent ces groupes. Donc, il faut être conscient de cela. Il faut parler avec votre rédaction, savoir si vous pouviez avoir un téléphone distinct pour rejoindre cela. Merci de ces présentations. Merci pour cette première discussion. Je vais maintenant donner la parole à André Arzaba du GIJN. Nous avons beaucoup de questions qui ont été posées par nos auditeurs, et elle va maintenant poser ces questions à nos intervenants. Alors, merci aux participants qui ont posé des questions. Il y a toujours le temps d'en poser. Merci Greg, merci Priyanjana, Malek et Maria Teresa. Donc, je vais vous poser des questions. Je vais lire 3 par 3. Je vais également inviter Craig à y répondre car il a également beaucoup d'expérience. Alors, nous allons commencer avec les outils et les astuces. Alors, l'archivation est importante, mais il est de plus en plus difficile d'archiver des publications de réseaux sociaux. Même les outils payants échouent. Vous avez des astuces ou des outils à nous donner? Deuxième question, quels sont les outils que vous utilisez pour suivre les réseaux sociaux désormais que TweetDeck ou CrowdTangle vont disparaître? Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires à ce propos. Et ma troisième question est la suivante. Est-ce que vous avez trouvé des outils en source ouverte qui peuvent contrôler des vidéos générées par l'IA? Donc voici pour notre première série de questions. Alors, je vais demander dans un premier temps à Priyanjana de répondre. Je peux essayer, oui. Alors pour archiver les publications de réseaux sociaux, moi j'utilise beaucoup des captures d'écran, mais avec des bonnes balises temporelles. Parfois, eh bien, votre archive peut disparaître pour des questions de copyright. Et donc, il faut vraiment télécharger, faire une capture d'écran, télécharger, bien la baliser et bien la stocker. Mais malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse ici. Parfois, il y a des archives en ligne qui peuvent fonctionner, mais c'est assez sporadique, ça dépend ce que vous archivez. Peut-être que c'est pour une analyse rétrospective, ou alors peut-être que vous les archivez pour les revoir. Moi, j'utilise beaucoup des techniques de calcul, car je pense que beaucoup essayent toujours de réfléchir à quels outils sont à leur disposition. Et pour ce qui est des contenus générés par l'intelligence artificielle, eh bien, nous avons des collègues qui ont créé une boîte à outils qui est assez bon, mais c'est assez nouveau. Il n'y a pas tous les modules qui sont gérés. Mais de toute façon, ces outils ne seront pas sûrs à 100%. Il y a toujours une marge d'erreur et il faut toujours être conscient de cela. Merci. Maria Teresa, veux-tu poursuivre? Je vais passer sur celle-là. Je ne suis pas très familière de tous ces outils.
Malek? Alors, pour les réseaux sociaux, je ne sais pas, je dois vous dire. Les choses changent tout le temps. Facebook ferme des applications qui nous permettaient de prendre des captures d'écran. Alors, si vous créez votre propre archive et que vous mettez un lien, eh bien, vous pouvez avoir votre propre répertoire. Puis vous pouvez également utiliser la capture d'écran de votre navigateur et vous pouvez capturer un écran en PDF. Alors pour les réseaux sociaux, on le fait manuellement. On copie-colle le contenu, on fait une capture d'écran. Ça prend du temps, mais il n'y a pas vraiment d'autre choix. Je voulais aussi partager quelque chose. Hunchly, c'est un bon outil. Et on peut annoter tout cela au moyen de cet outil. Nous utilisons également Netwater. Et cela peut nous aider à identifier des schémas. Bon, c'est assez cher, mais ça marche très bien. Alors maintenant, Craig. Alors moi, je me suis penché sur quelques approches liées aux enquêtes IA et j'ai toute une section pour laquelle je liste les outils de détection. On ne peut pas se fonder sur cela à 100%, comme l'a dit Pri. On ne peut pas écrire une histoire en disant « Ah, voilà, c'est un deepfake », car cet outil l'a dit. Non, c'est simplement un indicateur, un signal que l'on peut prendre en compte. Et je vous encourage à contacter les personnes qui travaillent avec ces outils de détection, qui les ont élaborés afin de voir s'ils peuvent vous aider à mener des enquêtes un peu plus précises. C'est que vos techniques de vérification de base eh bien, sont essentielles. Où la vidéo a-t-elle été tournée? Où a-t-elle été enregistrée? Qui d'autre était présent? Il faut toujours utiliser des méthodes de vérification de base. Et pour ce qui est de l'archivation, bien oui, il n'y a pas de parfait outil d'archive. Il y en a qui marchent parfois bien, parfois d'autres moins. Il faut votre propre archive personnelle avec vos propres captures d'écran. Si vous pouvez utiliser Hunchly, c'est très bien pour créer des archives. Et cela met également une dièse sur tous les... cela met un filigrane sur les captures d'écran. Cela peut les rendre acceptables devant un tribunal. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire également des tableurs, des listes. Cela ne va pas partir. De telles archives comme ça ne partiront pas. Et plus vous êtes impliqué dans la compilation manuelle de tout cela, mieux vous serez en mesure de relier les points. Je sais que archive.org ont une extension de navigateur qu'il faut absolument mettre en place. Il faut également créer un compte afin que toutes vos pages soient stockées au même endroit. Donc voilà, il faut vraiment utiliser l'extension pour Chrome d'archive.org. Merci beaucoup, Craig. Alors, nous allons maintenant parler de sécurité, car c'était une grande préoccupation. Alors, quelles sont les mesures numériques que vous avez prises pour vous protéger, pour protéger vos enquêtes et tout ce qui a trait à la sécurité numérique? Et je vais prendre les questions dans les orateurs dans l'ordre inverse. Craig, à toi la parole. Merci.
Alors oui, je vais également donner la parole aux autres orateurs à ce propos également. Je pense qu'il faut utiliser un bon VPN, ça c'est certain. Il faut être très euh, pré- euh, euh, précautionneux avec les VPN gratuits. Ils vont vraiment utiliser vos données à des fins malveillantes. Donc, il faut vraiment utiliser des VPN payants. Vous serez surpris à quel point il est facile pour quelqu'un de copier votre adresse IP, votre ordinateur, votre navigateur. Donc, si vous travaillez dans des environnements euh, autoritaires ou sensibles, eh bien, il faut vraiment faire cela. Puis, je vous invite également à faire une recherche Google avec votre propre nom, votre adresse, vos données personnelles et voyez ce qui figure en ligne. euh, et donc, il faut essayer de limiter vos données d'identification personnelle qui apparaissent sur le web, euh, compte Instagram privé, cachez votre liste d'amis sur Facebook. Pensez également aux attaques qui peuvent venir par le biais de vos amis, votre famille. Ne mettez pas des liens avec votre épouse ou votre époux ou vos partenaires. Donc, il faut vraiment penser à tout cela. Donc, il faut vraiment faire le maximum pour minimiser la quantité d'informations que vous diffusez à propos de votre localisation, vos membres de famille, vos activités. Voilà, ce sont des bonnes pratiques à mettre en place. Merci. Merci, Craig. Malek? Alors, bon, ça va être difficile d'ajouter à ce que Craig a dit. Il faut également avoir une authentification à 2 facteurs pour toutes vos pages, tous vos réseaux sociaux et tous vos comptes sensibles, votre email, votre profil sur le site web de votre organisation. Il faut avoir une très petite empreinte sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, et essayer d'être aussi invisible que possible. Déconnecter votre vie personnelle de votre vie journalistique, c'est vraiment très important. Et, et ne parlez pas des groupes sur lesquels vous enquêtez. Soyez vraiment prudents. Moi, je me souviens, lorsqu'on préparait ce webinaire, eh bien, Craig disait, bien, il y a des choses que vous pouvez dire exactement, mais il y a d'autres choses que vous n'êtes pas obligé de dire. Parfois, il ne faut pas trop publier ce que vous faites comme enquête. Alors, Maria Teresa, ce que l'on a fait, c'est de créer un comité de sécurité. Nous avons rédigé un protocole afin de pouvoir réagir en cas d'attaque ou si une personne faisait l'objet de davantage d'attaques. Il nous fallait avoir une méthode de suivi. S'il y avait davantage d'attaques sur une personne, puis nous nous sommes penchés également sur les sites web des membres de l'équipe pour les sécuriser. Nous avons également beaucoup utilisé le chiffrement. Nous avons VeraCrypt ou d'autres logiciels de chiffrement qui sont faciles à utiliser et qui permettent de stocker vos travaux vraiment sensibles. Donc, il faut vraiment avoir des backups, même si c'est sur un PC séparé. Il y a un autre élément qui est très simple, et, selon moi, eh bien, c'est de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. Je sais que parfois des logiciels comme Pegasus pourront échouer si vous mettez à jour votre téléphone. Cela vraiment vous permet en réalité également de vous protéger. Donc, éteignez votre téléphone le soir, rallumez-le le matin. Voilà ce que j'avais à dire. Et soyez prêts s'il y a une attaque
s'il y a des attaques inhabituelles, des activités inhabituelles, il faut vraiment être conscient de ce qu'il faut faire. Quelles sont les mesures de précaution qu'il faut prendre, comment réagir à une telle attaque. Donc, il faut avoir cette clarté de vision lorsque vous êtes en bonne situation. Maria Teresa. Priyanjana? Merci beaucoup, Maria Teresa. Priyanjana? Oui, pour rebondir sur ce que disait Craig sur eh bien, nous, justement, nous passer sur Google pour ne pas exposer nos IP. Et le New York Times a passé juste un mon guide sur comment, eh bien, se devenir invisible. Vous ne savez pas, en fait, ce que les courtiers de données ont sur vous, quelles sont des données sur vous qui sont disponibles, ce qui va où. Donc, voilà. Il est très, très important de se rechercher sur Google les uns les autres pour voir ce qui existe sur la toile. Les différentes enquêtes ont différents modèles également. Et vous devez appliquer des niveaux de paranoïa différents. Mais n'utilisez pas en fait votre navigateur principal pour eh bien, rechercher quelque chose sur Google. Essayez de vous travailler sur un environnement presque en bac à sable, isolé. Et puis, si vous avez en fait sur votre navigateur principal peut-être des bloqueurs de publicité, à des fins d'enquête, vous devrez peut-être le déverrouiller. Alors, je sais que l'expérience va être absolument horrible, mais c'est pas mal de désactiver ces bloqueurs de publicité justement quand on fait des recherches. Voilà. Et puis aussi, il faut faire attention aussi aux données personnelles. Voilà. La toute dernière question que je vais devoir proposer, parce que malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps, très brièvement. Quelles seront les bases de données de sources ouvertes que vous recommandez justement lorsqu'on parle de menaces, de cybermenaces dans le cadre des élections? Vous pouvez utiliser les bases de données ou quelles sont les bases de données que vous avez utilisées? Je commence à l'envers. Priyanjana, Open Coterie est la plus facile. Open Cooperative, en fait, vous permet de faire des recherches par adresse et puis vous pouvez retrouver en fait d'autres entreprises connexes, les sociétés écrans, etc. Tout ce qui a trait à la finance, c'est la référence au DNS, par exemple. Alors, qui est mi-payant, mi-gratuit. Il y en a d'autres, mais il faut créer des comptes. Hooksy, qui vous donne en fait des données historiques, ça c'est gratuit. Voilà, quelques noms comme ça qui me viennent à l'esprit. Et DNS Analytics, effectivement. Merci beaucoup, Maria Teresa. Alors, on peut évidemment, bien sûr, utiliser les registres ouverts dans les différents pays. C'est gratuit en général. Et puis, si vous avez, par exemple, si vous recherchez des antécédents juridiques, alors c'est vrai qu'il y a bien sûr des bases de données ouvertes un peu partout, par exemple les registres des tribunaux, ce genre de choses, quoi, les répertoires des dossiers. Alors, nous utilisons Nina, évidemment, et puis l'OCCRP Aleph, qui vous sert vraiment à retracer la piste des personnes et surtout des entreprises, OCCRP Aleph. Et puis, certaines bases de données opérationnelles pour les domaines web, pour eh bien, les publicités Facebook ou Google, là, ce type de base vous donne beaucoup d'informations là-dessus. Mais si avant de passer la parole à Malik, quelqu'un me pose la parole de savoir, la question de savoir, pardon, si Nina est un répertoire public. Pas encore, mais si vous écrivez à Clip, nous allons répondre à votre question. C'est uniquement pour l'Amérique latine. Mais voilà, on construit tout cela. Merci, Malek. Alors, je citerai Open Corporate, OCCRP, l'ICHD, qui est notre partenaire, eh bien, a aussi un, un répertoire. Et en général, cela nous permet d'établir des liens entre, par exemple, les partis politiques ou les personnalités politiques, et puis aussi les chefs d'entreprise, Offshore Leaks, par exemple, de l'ICIG. Alors, Wikileaks, en général,
vous offre beaucoup d'informations sur les acteurs politiques, des personnes qui sont des éminences grises que l'on ne voit pas, mais qui deviennent des personnes très, très importantes aujourd'hui. Et là, on pourra trouver beaucoup d'informations à ce sujet. Voilà, principalement, disons, les sources publiques que j'utiliserai, cette base de données publiques. Merci beaucoup, Craig. Alors oui, beaucoup de bonnes références, mais je rappelle que l'archive, donc archive.org, ne vous sert pas seulement à archiver vos informations, vous pouvez également faire des recherches dans ces archives, donc c'est quand même une bonne option. Et puis, il y a aussi certains répertoires Telegram. Si vous essayez de trouver des canaux Telegram, TGStat est très utile. Et vous pouvez également partager un lien vers la méta-bibliothèque où vous pouvez évidemment chercher les publicités sur TikTok et Facebook. Et puis, vous avez la bibliothèque publicité de Google aussi. Donc, vous avez la bibliothèque aussi TikTok, et la bibliothèque TikTok. Toutes ces bibliothèques sont extrêmement utiles. Et si vous voulez vraiment faire des recherches sur la publicité, il y a aussi Well-Known Dot qui wellknown.dev. Alors là, cette base de données cumule en fait toutes des informations sur ces publicités. Et puis, il y a aussi une trousse à outils sur Intel Techniques. Donc, si vous essayez de faire des recherches sur les réseaux sociaux, si vous utilisez, si vous voulez faire des recherches sur les noms d'utilisateurs, sur les courriels, sur les téléphones. Alors, c'est vrai que certaines données ne couvrent que les États-Unis ou vous renverront vers les États-Unis. Mais bon, il faut garder cela à l'esprit. Il y a quand même pas mal d'informations à l'international. Et puis Bellingcat aussi qui sur leur page, sur sa page, offre des outils, des techniques assez intéressantes. Merci Maria Teresa, merci Craig. Et avant de demander à Craig de clore notre webinaire, je vous invite une fois de plus, à vous, auditeurs et spectateurs, à participer, à déposer vos candidatures à notre formation à ce sujet, ce qui vous permettra d'apprendre à mieux enquêter sur les menaces numériques. Je viens de mettre le lien sur le chat. À toi, Craig. Eh bien, très bien. Moi, je crois que ce webinaire a été extrêmement intéressant. Merci au GIJN et à nos intervenants. Alors, je voulais simplement vous rappeler que ce webinaire va se clôturer. Si vous voulez maintenant, copier et coller les liens que nous avons partagés, faites-le maintenant. Alors, ça va avec, nous avons enregistré ce webinaire, vous pourrez regarder la vidéo, mais si vous voulez véritablement partager ou avoir accès à ces outils que nous avons partagés, n'oubliez pas à copier ces liens. Alors, nous n'avons plus de temps. Comme je le disais, le GIGN va organiser un deuxième webinaire sur comment reconnaître et enquêter sur les hypertrucages intelligence artificielle audio. Alors moi, je reçois beaucoup de questions. C'est quelque chose qui se répand un peu partout dans beaucoup de pays. Alors ça, c'est un séminaire ou un webinaire qui se tiendra le 9 avril à 9 heures heure centrale des États-Unis. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la boîte de discussion. C'est un webinaire gratuit et merci encore une fois au Réseau international de journalisme d'investigation d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à Malek et à Maria-Thérèse d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, @GIJN et bien sûr, regardez sur notre site web pour obtenir les détails sur les événements à venir. Merci, au revoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez copié bien tous les liens qui vous sont utiles parce que nous allons maintenant mettre fin au webinaire. Merci.